Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je retourne une vidéo pour vous parler des dépressions, des burn-out, qui concernent malheureusement beaucoup de personnes dans nos sociétés, notamment occidentales. J'ai eu un certain nombre de témoignages très jolis de personnes, puisque j'en ai parlé rapidement récemment, et qui m'ont dit que ça leur avait fait du bien. Donc je pense que c'est important d'y revenir et de consacrer un moment sur ce phénomène-là, qui est, quoi qu'on en dise, aussi un phénomène de société. Je ne vais pas rentrer dans les détails des différents stades de dépression ou de la manière dont survient la dépression ou le burn-out. En tout cas, j'ai envie d'apporter un éclairage différent sur ces personnes qui se retrouvent en situation de grande fragilité, qui sont donc dans une sensation de ne plus rien pouvoir faire et qui le vivent bien souvent. Mais ce que je constate et ce que je vois, c'est qu'en fait ces personnes sont dotées intérieurement d'une énorme force intérieure. Et c'est que avant en fait cet état dépressif, c'était souvent des personnes qui étaient rayonnantes, qui avaient une énergie absolument incroyable, qui déployaient cette énergie d'ailleurs de manière parfois, je dirais, inconsidérée. Et puis il y a un moment de rupture, identifié ou pas identifié vraiment, selon comment arrive l'état dépressif. Et donc, suite à ce moment de rupture, finalement, une sensation que d'un seul coup, plus rien n'est possible, alors qu'avant, il y avait un déploiement de force qui était impressionnant. Alors, pourquoi est-ce que je crois que c'est très important de resituer ces personnes-là dans la conscience d'une force intérieure incroyable? Eh bien, justement, pour prendre conscience que l'état dépressif va survenir à un moment où ces personnes se rendent compte qu'en fait, face à l'extérieur, face aux événements, elles ne sont pas toutes puissantes. C'est-à-dire que dans le déploiement d'énergie souvent qu'il y a eu avant, il y avait un désir profond de parvenir à régler des situations, à parer à tout, je dirais, à être créateur des événements, créateur d'un bien-être pour elle-même, pour les gens autour d'elle, etc. C'est-à-dire finalement une prise de responsabilité qui était énorme, avec souvent une recherche de perfection, une recherche d'arranger les choses, et on en arrive à un moment où finalement ce déploiement d'énergie phénoménale, il est épuisant, et on va passer de tout, je dirais, à rien, c'est-à-dire un fonctionnement dans les extrêmes énormes, un moment de rupture où finalement on s'aperçoit que notamment déployer cette énergie-là n'apporte finalement pas les résultats escomptés. Je crois que c'est une grande prise de conscience à un moment, consciente ou pas consciente d'ailleurs, mais en tout cas à un moment où on réalise qu'on s'épuise à fonctionner de cette manière-là, et que justement on n'est pas tout puissant. Ça va aller avec un sentiment de désécurisation intérieure absolument incroyable. Et l'effondrement, il se situe à ce niveau-là, ce qui va générer des angoisses terribles, parce que finalement, si je ne suis pas en maîtrise de ce qui se passe autour de moi, si je ne peux pas arranger les choses et que je n'ai pas ce pouvoir-là, dans un certain nombre de situations, eh bien en fait, ça veut dire que je suis en danger, et en grand danger. Voilà. Alors, l'autre chose qui caractérise souvent les personnes qui traversent ces épisodes, ce sont des personnes qui sont très en recherche de sens, et qui se disent soit la vie elle a un sens, il y a une justice, c'est-à-dire en fait des choses qui sont rassurantes d'ailleurs, et c'est vrai qu'il y a la vie a un sens, oui, il y a une justice, pas forcément celle à laquelle on s'attend, je dirais. Eh bien finalement, si je ne perçois pas ça, en fait la vie ne vaut plus le coup. Alors qu'est-ce qui va faire que l'état dépressif s'installe? D'abord et premièrement, ce sont des conflits intérieurs permanents. C'est-à-dire, et le premier d'entre eux, c'est ça, c'est extérieurement,
je me rends compte et je réalise que la vie, elle paraît extrêmement injuste, que la vie, elle n'est pas parfaite, entre guillemets, et que ça heurte, ça vient heurter quelque chose de profond en moi qui a besoin de ça pour trouver le sens. Et s'il n'y a plus ça, finalement, eh bien la vie ne vaut plus le coup. Alors à la fois, il y a la perte de sens, et en même temps, il y a une énergie et une puissance de vie qui est phénoménale. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui luttent intérieurement contre une envie que ça s'arrête, et une envie justement de fuir cette vie finalement, qui ne répond pas à leurs attentes, et en même temps une puissance de vie intérieure qui semble faiblir mais qui est toujours là malgré tout, aussi ténue, aussi petite soit-elle. Eh bien cette puissance de vie, cette envie quelque part, qui peut parfois sembler encombrante en même temps, elle est quand même là. Et elle va souffler un message différent. Elle va souffler un message de si, la vie elle est là, et la vie elle attend, elle t'attend, elle est belle, elle a des choses à offrir. Au contraire, un message d'espoir, même si, encore une fois, ça n'est plus du tout ressenti. Ça, c'est, je dirais, la base du conflit, même si c'est difficile de s'en rendre compte. Alors, derrière, très souvent, quand on commence à travailler sur ces états-là, on va se rendre compte que derrière une tristesse qui ne dit pas son nom, derrière une sensation d'enfermement terrible, sur laquelle je vais revenir, eh bien, il y a souvent beaucoup de colère et beaucoup de révolte intérieure. Et que quand cette chose-là se réveille, en fait, on se rend compte qu'au contraire, il y a une énergie absolument incroyable. Et c'est pour ça que ma manière de définir le burn-out, c'est finalement, au lieu d'exprimer toute cette puissance-là, je l'ai enfermée et je la retourne contre moi. Donc je me brûle de l'intérieur. Et cette énergie, au lieu de l'exprimer à l'extérieur, puisque j'ai la sensation que ça ne sert plus à rien, eh bien, je vais la retourner contre moi. Mais cette énergie, c'est finalement une sorte de trop-plein d'énergie qui fait un peu cocotte-minute à l'intérieur et qui fait que le mental est omniprésent, qu'il devient d'ailleurs une forme de, de tyran, un ennemi, voilà. Par rapport à tout ça, je tiens à le dire, il y a possibilité de s'en sortir. Voilà, et je pense que chez beaucoup des personnes qui vivent ces états-là, il y a finalement un degré de conscience qui est relativement élevé. C'est-à-dire une appréhension des choses, une volonté de rechercher la justesse, une volonté vraiment de vivre à la hauteur des aspirations qu'on sent en soi, à la hauteur d'une forme de grandeur et d'infini. La seule chose, c'est comment est-ce que j'arrive à trouver ça. Et finalement, comme je ne trouve pas la porte de sortie, alors ma manière à moi, c'est d'inister, c'est-à-dire le contraire d'exister. Je n'arrive pas à trouver les solutions, donc je vais petit à petit rentrer en moi et créer cette espèce d'enfermement puissant, profond, je dirais qui au début est complètement inconscient et qu'on finit effectivement par ressentir, avec des sensations de vide intérieur extrêmement fortes. L'idée, et je pense ce qu'il faut que vous reteniez au travers de ça, c'est qu'en même temps et en parallèle, malgré tout, et aussi ténu et aussi imperceptible que ce soit, eh bien, tant que la vie est là, ça veut dire qu'elle a quelque chose, elle peut apporter des réponses. Et que justement, elle vous tend la main. Ça, c'est une chose très importante. L'autre chose aussi que je voudrais aborder, c'est le sentiment de culpabilité, le sentiment de honte. Je vous parlais de grande prise de responsabilité, c'est-à-dire je prends beaucoup de choses sur mes épaules qui ne m'incombent pas. Et finalement, soit dans la résolution de certaines problématiques sociales, sociétales, familiales, amicales, des problématiques sentimentales, de couple, etc. Donc du coup, en fait, c'est une hyper-responsabilité sur tout, souvent au détriment et en m'oubliant moi-même. Le phénomène de la honte est souvent omniprésent
celui de la culpabilité aussi. Alors, plus on est culpabilisé et plus on est dans ce phénomène de honte, plus ça veut dire qu'en fait, il y a des choses qu'on a pris sur nous, des choses qui n'étaient pas justes. Voilà. Donc, au bout d'un moment, en fait, cette hyper-responsabilisation, elle mène je dirais, à vouloir déployer une force qu'aucun être humain sur Terre n'a, et à vouloir traiter des choses qui sont complètement au-dessus de nous. Donc, l'autre message qui est très important, c'est cette sensation aussi que quand on se sent abîmé de cette manière-là à l'intérieur, et quand finalement on passe du sentiment de toute puissance à un sentiment d'impuissance complet et totale, les deux sont faux, voilà, eh bien, on a l'impression que cette cassure est irréparable. C'est-à-dire, les choses sont allées trop loin quelque part. Je tiens à dire de manière assez solennelle qu'en fait, il n'y a jamais rien d'irréparable. Et que la chute, entre guillemets, elle est à la hauteur de la puissance de chacun. Et que du coup, oui, il y a possibilité de retrouver le chemin vers la vie et le chemin vers l'expression de ce potentiel intérieur, de cette lumière intérieure, même si on ne l'aperçoit plus. Il y a des étapes, il y a des choses à comprendre, il y a beaucoup de réinformation à faire, parce que souvent ça va avec beaucoup de fausses croyances, de méconnaissance de soi-même, beaucoup d'exigences, de jugements intérieurs, etc. Mais au fur et à mesure que l'on nettoie tout ça, il y a possibilité finalement de se redresser, de retrouver une dignité et de retrouver sa vraie place. C'est-à-dire une place où on est en maîtrise, mais en maîtrise de soi-même, en maîtrise de son royaume, en maîtrise de sa vie, sans prendre en charge ce qu'on n'a pas à prendre en charge. Voilà. Le gros souci aussi, c'est le refoulement des émotions, le refoulement de la colère des fois, le refoulement de certaines... Puisque derrière la tristesse, il faut le savoir quand même, je ne vais pas développer aujourd'hui, mais derrière la tristesse, très souvent, en fait, il y a des colères entrées qui sont absolument incroyables. Voilà. Et la seule chose, c'est quand il y a de grosses valeurs, en fait, c'est je ne veux pas être en colère. Oui, mais je le suis quand même. Sauf que comme je ne sais pas comment traiter ma colère, je vais faire semblant et je vais refouler ça. Donc en fait, ce qui enferme là-dedans, c'est tout simplement que si on se dit, si je laisse sortir tout ça, qu'est-ce que je vais en faire et comment je vais le traiter? Donc, ces états-là sont très en lien aussi avec une ignorance. Je ne sais pas comment traiter cette hypersensibilité au monde qui m'entoure, à ses dysfonctionnements, entre guillemets. Je ne sais pas comment trouver ma place et comment trouver une juste place. Et donc, j'évite de laisser ces choses s'exprimer à l'extérieur parce que j'ai trop peur de la manière dont ça pourrait sortir. Voilà. Donc, en ce qui concerne le traitement des émotions, comme le traitement de certaines informations, en fait, comme je ne sais pas comment le faire, eh ben, ça mijote en moi, ça tourne dans ma tête, ça tourne dans mon cœur. Ça tourne et ça tourne tellement qu'au bout d'un moment, c'est complètement submergent. Voilà. Je tiens à dire aussi que la dépression, comme le burn-out, ça n'est pas une identité. Je travaille avec des personnes qui vivent ces états-là, parfois qui viennent me voir après des années et des années d'état dépressif et qui pensent que finalement, ça fait partie d'une identité. Je tiens à dire qu'on ne naît pas dépressif et qu'il y a un moment, il y a un épisode ou des épisodes qui vont générer cette chose-là. Est-ce qu'il y a une fragilité intérieure? Oui, mais pas la fragilité que l'on pense. Et donc, il va y avoir là aussi une réinformation puissante à opérer sur le fait de se détacher de la dépression ou du burn-out en tant qu'identité, mais en tant qu'état. Et cet état-là, est-ce que ça fait partie de moi? Non. C'est effectivement un état avec lequel, je dirais, j'ai adhéré pendant un moment, parce que je ne savais pas comment traiter les choses,
mais ce n'est pas pour ça que je suis cette maladie. Voilà. Donc, et je crois que c'est très important de savoir ça et d'apprendre à s'en dissocier pour finalement être capable de se dire, ok, il y a moi et il y a la dépression. Mais maintenant, moi, je ne suis pas cette dépression. Ça, c'est quelque chose de primordial dans tous les domaines, pour toutes les maladies. Voilà. Est-ce que, et je tiens à le dire aussi, ces états-là ne peuvent être traités que par des psychothérapies, que par du coaching, ou voilà, tout ce que je peux proposer aussi, qu'en énergétique ou des choses comme ça. Non, il y a des fois où effectivement des états dépressifs vont nécessiter des prises en charge médicamenteuses ou autres, tout dépend. Je dirais de la force de la dépression, depuis combien de temps elle dure, et que bien évidemment le corps médical a son rôle à jouer par rapport à cette prise en charge. Est-ce que malgré tout la prise en charge par les médicaments, etc. est suffisante? Bien souvent, non. On va s'apercevoir qu'on va avoir besoin d'aller traiter à la racine, d'apprendre à vivre avec soi, d'apprendre à vivre à se faire du bien, pardon, pour pouvoir finalement reconstruire quelque chose qu'on a démoli. Alors, est-ce que cette démolition, elle est catastrophique? Je vais vous dire très sincèrement ce que j'en pense. Je crois que parfois, quand on a construit sur des bases qui étaient chaotiques et qui étaient, je dirais, un peu de guingois, je ne sais pas si tout le monde connaît cette expression, en tout cas de travers, on va dire, eh bien, on a besoin, je dirais, presque d'araser certaines choses pour reconstruire sur du neuf. Alors, les gens qui traversent ces états-là, eh bien, parfois, ont besoin, en tout cas dans certains domaines de leur vie, de repartir sur du neuf, sur un terrain qui est, je dirais, nettoyé, et de reconstruire à leur image, telle que eux sont véritablement, selon leur identité, en trouvant, je dirais, des solutions qui leur sont complètement propres. Donc beaucoup en se détachant de ce qu'ils pensent être bien. Voilà. Beaucoup besoin de se détacher de l'envie de bien faire aussi. Mais ça, il n'y a pas qu'avec des personnes dépressives que je travaille là-dessus. Donc, il y a dans je dirais dans ces maladies-là, je le disais aussi, un signe de notre société. Et ce que je dis souvent aux personnes qui travaillent avec moi, quand elles me racontent en fait ce qui génère parfois cet état intérieur, je leur dis, mais qui va mal dans cette histoire-là? Est-ce que c'est vous, ou est-ce que c'est l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ou est-ce que c'est la société? Et de recadrer aussi, et de savoir que parfois, on a tout à fait raison de ressentir qu'un système dysfonctionne et de s'en offusquer. La seule chose après, c'est comment je vais traiter cette information et comment moi je vais pouvoir trouver ma place au sein de quelque chose qui dysfonctionne. Mais parfois, de recadrer les choses et de se dire peut-être que là où je pense que c'est moi qui ne va pas bien, puisque en fait tout le monde a l'air de s'en accommoder, en fait non, moi je vais très bien, c'est plutôt moi qui raisonne sainement, mais en revanche c'est le monde extérieur qui parfois, malheureusement, est dans, je dirais, beaucoup d'injonctions paradoxales, beaucoup d'aberrations en fait, et que ça fait du bien de se le dire aussi, de le comprendre, et de savoir après comment pouvoir s'inscrire dans un monde qui n'est pas parfait, effectivement, pour justement amener sa touche personnelle pour pouvoir participer à son amélioration progressive. Et je pense que ce que je voudrais finir par dire à toutes les personnes qui ont traversé ou qui traversent ça, eh bien c'est finalement peut-être que vous n'allez pas si mal que vous le pensez. Voilà, on va dire, vous voyez dans quel état d'esprit je vous dis ça, par rapport à vos révoltes intérieures, par rapport au non-sens que vous pouvez ressentir, à cet état de vide profond, mais que vous avez certainement des choses à apporter à la société,
Pas forcément et sûrement pas de la manière dont vous l'avez fait autrefois. Peut-être pas aussi, je dirais, dans le sens que vous pensez, mais vous avez des choses à apporter, vous êtes important. Et donc, oui, je propose de nous retrouver, en tout cas pour toute personne qui soit vive ces états-là, soit au moins vive des hauts, des bas très fréquents, de nous retrouver le dimanche 26 novembre. Voilà, je fais une sorte de porte ouverte via Zoom, donc en distanciel, pour qu'on puisse parler de ça et ouvrir un champ de paroles, que vous puissiez poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit et que vous puissiez aussi bénéficier je dirais, d'une énergie qui est une énergie à la fois d'écoute, mais aussi de recadrage dans vos ressentis pour, à un moment donné, réancrer, relégitimer certaines choses, vous rassurer déjà, c'est un premier pas pour se rassurer. Voilà, et c'est vraiment une invitation à l'ouverture. Et peut-être, même si ce n'est pas toujours facile de se retrouver en groupe, mais justement une sortie de solitude aussi. Donc un premier pas qui peut être décisif des fois. Je l'ai écrit sur mon site. Ce premier pas, on ne sait jamais où il peut nous mener, mais je pense que ça peut être une belle opportunité, une belle chance pour vous d'ouvrir et de vous ouvrir à quelque chose d'entièrement nouveau. Voilà. Eh bien écoutez, si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre donc le dimanche 26 novembre en matinée. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un email et vous aurez un lien. Et comme ça, on pourra se retrouver et échanger autour de ces questions-là. Au plaisir de vous rencontrer et je vous envoie plein de lumière à chacun.